Donc maintenant, on va voir un point important, c'est qu'on a vu, on a commencé à aborder le sujet du coût. Hein. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a vu tout à l'heure, on a vu que le coût des énergies renouvelables baissait. Mais le fait que c'est pas, la révolution énergétique, c'est pas dû au fait qu'elles sont renouvelables, c'est du fait qu'elles sont décentralisées. Effectivement, on est dans un monde actuellement où quelques producteurs vendent ou envoie l'énergie à des millions de consommateurs. Demain, on aura des millions de producteurs qui vont vendre à des millions de consommateurs. Donc là, ça change tout. On était sur un modèle avant où on était très centralisé, avec des projets d'investissement de 10 milliards, comme on voit avec les EPR actuels. Et demain, on sera sur des petits projets répartis sur tout le territoire. Donc ça change la gouvernance. On voit bien qu'effectivement l'émergence de la gouvernance au niveau des territoires, les territoires vont commencer à pouvoir s'intéresser à l'énergie parce que bon, pour faire une centrale nucléaire, c'était que Paris qui pouvait gérer, mais maintenant pour gérer une centrale photovoltaïque ou des éoliennes, ben, la gouvernance peut être locale et c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus résilient. Ensuite, il y a un changement au niveau des acteurs parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes acteurs qui construisent des centrales nucléaires que des artisans qui vont mettre des panneaux photovoltaïques chez un particulier. Donc on change complètement la chaîne d'acteurs et surtout, c'est le sujet de ce que je vous propose de traiter maintenant, c'est le financement. Comment on passe de financement de gros projets de dizaines de milliards à de petits projets répartis sur le territoire avec des entreprises et des financements différents. Donc je vous propose d'accueillir dans un premier temps Géraud Guibert, qui est le président de la Fabrique écologique, qui est conseiller maître à la Cour des comptes et qui est aussi a participé à plusieurs cabinets ministériels et qui a été même directeur de cabinet d'une ancienne ministre de l'écologie, donc qui connaît bien les rouages de l'énergie, du financement et des complexités politiques et des leviers et des freins qu'on a besoin de connaître, d'identifier pour pouvoir identifier les meilleurs plans d'action. Donc je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité et bravo pour ces journées tout à fait passionnantes. Je voudrais d'abord dire un mot, si vous le permettez, sur la table ronde précédente, en espérant qu'on sera dans cette table ronde aussi intelligent, ce qui n'est pas sûr. Mais moi, j'ai quand même approuvé des deux mains, et je crois que je ne dois pas être le seul dans la salle, l'appel à la sobriété des mails. Car l'encombrement des boîtes mail devient un problème vraiment épouvantablement pénible pour, je crois, beaucoup de monde. Et je suggère que, y compris au niveau des entreprises, la sobriété des mails fasse partie des critères de reporting en matière de développement durable. Car dans la logique des mails, certes, nous avons notre part de responsabilité, les uns et les autres, en adressant des mails à tout le monde, mais je constate que l'envoi de mails publicitaires ou autres, ou de fidélité ou par les entreprises, s'est développé de manière absolument considérable depuis quelques années. Et je pense que la réflexion, là, mériterait d'être poursuivie et approfondie pour en faire un enjeu important de reporting en matière de développement durable. Alors, je suis désolé, au-delà de cet aparté, quelques mots sur le sujet qui est absolument passionnant, sur lequel la Fabrique écologique a beaucoup travaillé. C'est vrai que, et la démission de Nicolas Hulot nous le montre, il y a un décalage tout à fait considérable, et ce n'est pas le seul sujet sur lequel il y a ce décalage, entre d'un côté les annonces faites en matière de financement, qui recouvrent des réalités ou moins, mais parfois, heureusement, elles recouvrent des réalités, les initiatives prises qui se démultiplient sur les financements, l'évolution de la finance vers la finance verte, qui est une évolution tout à fait incontestable, et la réalité derrière, qui est le fait que dans toute une série de domaines, on n'arrive pas à déclencher les investissements qu'il faut, en tout cas à un rythme et à une hauteur suffisante, pour développer la transition énergétique. Et donc quand on réfléchit à ça, on se dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Il y a évidemment le facteur et je pense qu'il devrait y avoir de vrais débats là-dessus. Évidemment le facteur macroéconomique. Bon, j'y reviens pas, ça pourrait faire l'objet de tout un débat sur la logique macroéconomique que représente la transition écologique. Il y a évidemment le facteur de la rentabilité qui n'est jamais cité dans le problème des financements, mais qui est évident. Je suis un modeste élu local. Nous avons rénové, nous avons décidé il y a 18 mois de rénover notre salle des fêtes, mais après quand même de nombreuses hésitations, parce que le temps de retour de la rénovation thermique énergétique de notre salle des fêtes, c'est un retour sur 15 ans. Bon, et ça, c'est un problème de rentabilité. Les crédits sont là, la Caisse des dépôts donne des crédits, beaucoup de banques donnent des crédits. Les crédits sont là, n'empêche qu'il y a quand même un problème de rentabilité
et que poser la question de la rentabilité, en particulier quand le prix des hydrocarbures et des énergies fossiles est bas, est un problème évident quand on pose le problème de financement. Et puis il y a, ce qui est le sujet d'aujourd'hui, comment tous ces financements qui sont annoncés ou qui sont décidés se traduisent et est-ce qu'ils sont accessibles finalement à l'ensemble des gens qui en ont besoin. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire 2 remarques de gouvernance sur lesquelles on a beaucoup travaillé, mais qui, je pense, doivent rester dans la tête et qui méritent des approfondissements, y compris auprès de nos décideurs. La première remarque, c'est que vous avez, que ce soit sur la rénovation des logements ou que ce soit sur la mobilité dans le domaine des transports, vous avez à l'évidence des personnes qui sont prisonnières énergétiques et qui n'ont pas le moyen d'accéder au financement. C'est évident dans la rénovation des logements, puisqu'on le sait bien, il y a toute une série de logements sur lesquels vous avez en particulier des propriétaires impécunieux et des locataires en précarité énergétique, et sur lesquels il y a une incapacité évidente à trouver des solutions de financement. Le tiers-financement, qui était un espoir il y a quelques années, entre nous, on en fera le bilan un jour, il n'a pas beaucoup rencontré de points d'application aujourd'hui, c'est tout à fait regrettable. Quant au problème de mobilité, on sait très bien qu'il y a des tas de solutions innovantes en matière de mobilité durable, en particulier dans les territoires peu denses. On a fait toute une note sur ce sujet, je crois assez passionnante, mais on sait bien en même temps que à partir du moment où il n'y a pas d'appui des collectivités locales pour développer ces formules, au même titre d'ailleurs que les collectivités locales mettent de l'argent dans les bus ou dans les tramways, il faudrait qu'elles mettent de l'argent dans les solutions de développement durable. Sauf que dans beaucoup d'endroits, en milieu rural, les collectivités locales n'ont pas les moyens financiers d'accompagner ces projets et donc ça pose un problème évident. Donc il y a un problème déjà on voit bien pour toute une série de catégories de gens qui sont en situation de difficulté financière ou d'institutions, que les financements n'arrivent pas car ils ne sont pas probablement adaptés à ces contraintes. Et nous, on a fait par exemple sur la précarité énergétique des propositions pour qu'enfin on arrive à ce que des travaux soient faits massivement chez les plus précaires plutôt que de leur donner un chèque énergie qui leur permet simplement d'atténuer légèrement le coût de leur facture. Et puis il y a un deuxième sujet sur lequel on a aussi beaucoup travaillé qui est le sujet de la centralisation des flux financiers en matière énergie qui a été très bien posé par notre animateur. Alors qu'aujourd'hui, la solution, on le sait bien, ce sont des énergies décentralisées, ce sont des initiatives locales, ce sont des initiatives citoyennes. Et quand on compare la situation française à la situation allemande, quelle est la très très grande différence? Pour ça, on parlait de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Mais quelle est la très très grande différence entre les deux pays? C'est que à peu près 50% des projets d'énergie renouvelables en Allemagne sont portés par les citoyens, sont portés par les collectivités locales qui ont, y compris, un intérêt financier d'ailleurs, à ce que ça se passe bien. Et donc évidemment, ça change totalement la perspective de se dire c'est moi-même qui entreprend ce projet avec un vrai projet citoyen tout à fait passionnant et tout à fait intéressant. Alors ça commence à exister en France, mais qu'est-ce qui bloque finalement dans notre pays pour que se développe ce type de projet? Eh bien, il bloque tout simplement le fait que vous avez un système français où l'ensemble la quasi-totalité des recettes en matière de flux d'énergie sont concentrées dans un certain nombre de grandes entreprises ou vis-à-vis de l'État, et où finalement les collectivités locales, en tout cas bon nombre d'entre elles, n'ont ni les moyens financiers ni les moyens humains de développer massivement des processus de production d'énergie ou d'accompagner les citoyens dans le domaine de la production d'énergie. Ce qui est le plus symbolique, je dirais, de cette gouvernance totalement insuffisante, c'est, vous le savez bien, ce paradoxe absolument insoutenable que vous avez une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est prévue, programmation pluriannuelle qui ne prend pas en compte et dans laquelle il n'y a aucun lien avec les schémas régionaux prévus par les différentes régions en matière d'énergie et de climat. Il n'y a aucun lien entre les deux, et donc si une région décide de faire davantage, eh bien, ça ne changera rien en termes de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il n'y a en tout cas aucun lien institutionnel entre les deux. Et donc il faut arriver à avoir une décentralisation énergétique beaucoup plus forte. Il y a un certain nombre de propositions que nous avons faites, en particulier, par exemple, l'idée d'une décentralisation de la distribution d'énergie en termes de compétences, quitte à ce que cette distribution d'énergie
fasse l'objet ensuite d'un contrat avec l'opérateur national. Nous avons développé l'idée, par exemple, qu'il y ait un surplus régional du tarif d'achat de l'électricité qui puisse être décidé par les régions avec, en contrepartie, évidemment, un financement régional par la possibilité d'augmenter légèrement les tarifs de l'électricité dans la région. Il y a toute une série de dispositions qui pourraient être prises pour enfin décloisonner, permettre aux collectivités locales, aux régions, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux communes, de développer leurs compétences dans le domaine de la production d'énergie en général et d'électricité en particulier. Et donc, ce problème de gouvernance, malheureusement, n'est pas ou très très peu abordé dans le débat public. Nous avons, je pense, tous intérêt à le faire émerger, car c'est une des clés, me semble-t-il, au-delà des problèmes généraux et au-delà des slogans qui parfois l'emportent un peu trop sur les réalités de fond, permettra d'avancer beaucoup plus rapidement sur ces sujets. Merci beaucoup.